Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux assister à cette dernière table ronde. Euh, une table. Est-ce que vous m'entendez? Oui ou non? Est-ce que ça va mieux avec celui-ci? D'accord. Alors je vous remercie d'être nombreux pour assister à cette table ronde dont l'intitulé est assez ambitieux. 1919-2019, 100 ans de diplomatie française en Méditerranée. C'est évidemment très ambitieux, peut-être un peu trop. Donc je vais me permettre, avant d'introduire chacune des personnes de ce très riche panel, chaque personnalité qui ont tout un profil assez différent et très intéressant, je vais me permettre de faire une assez longue introduction pour qu'on se concentre ensuite dans la discussion, les exposés et les échanges sur ces 30 dernières années, dont tous nos participants ont été acteurs ou témoins. Un siècle de politique méditerranéenne de la France, ça pourrait commencer par exemple en 1919 avec le traité de Sèvres. Et ça pourrait se terminer avec la décision, il y a quelques jours, d'instaurer une journée de commémoration du génocide arménien en France, par exemple. C'est une période très large qui est dominée pendant ces 50 premières années par la question de la formation des États et de la décolonisation en Méditerranée. Donc je vais passer rapidement les dates en revue, mais c'est cette actualité-là qui écrase toutes les autres dans les rapports interméditerranéens et les rapports de la France avec le reste de la Méditerranée. Je parlais du traité de Sèvres, on peut sauter en 1945 au soulèvement de Sétif, 54, la déclaration de guerre d'indépendance en Algérie, 56, la crise de Suez, qui est une crise de la décolonisation, et 56, évidemment, l'indépendance du Maroc et de la Tunisie, jusqu'en 62, où on clôt le chapitre de la question coloniale pour passer à autre chose. À partir de cette période, deux autres traits dominent les rapports méditerranéens de la France, enfin la politique méditerranéenne de la France. L'une, ça se passe au nord, c'est la construction européenne à laquelle la France participe à partir de 1957, formation de la CEE, et qui ne cesse de s'approfondir et de s'élargir. Quelques dates comme ça pour mémoire. Donc 57, fondation de la CE, mais ensuite nous sautons à 1981, entrée de la Grèce, 1986, entrée de l'Espagne et du Portugal, 1990, éclatement de la Yougoslavie, 99, création de l'euro, dont un certain nombre de pays riverains de la Méditerranée font partie, 2004, entrée de Chypre et de Malte, malgré la décennie enfin, précédente de conflits dus aux guerres de l'ex-Yougoslavie, comme je disais, 2007, Bulgarie, Roumanie, et 2013, Croatie. C'est un processus extrêmement puissant qui accapare la France. L'autre phénomène marquant, ce sont les guerres israélo-arabes qui ont commencé bien avant 1962, dès 48, dès 56, mais qui connaissent une forme d'apogée en 67 avec l'occupation du Golan, du Sinaï, de Gaza, la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, et qui devient une question écrasante dans les rapports interméditerranéens du moment que l'on prend en compte tous les riverains de la Méditerranée. Ces conflits israélo-arabes s'élargissent peu à peu pour finir par devenir, enfin, ils ne se transforment pas, mais disons, il y a autre étape très importante, 82, l'invasion du Liban et l'implication de la France dans une mission de maintien de la paix au Liban, qui connaîtra un sort assez malheureux.
Et puis, cette région s'anime d'autres conflits qui touchent tous, plus ou moins tous à la question israélo-palestinienne, même si elle n'en est plus le cœur. Guerre du Golfe de 1991, invasion de l'Irak 2003. Entre les deux, vous avez un processus de paix qui échoue. Et le bref espoir, disons, au milieu des années 90, qu'un nouvel ordre mondial pourrait se mettre en place à la faveur de la fin de la guerre froide et du processus de paix israélo-palestinien. C'est cet espoir que saisit l'Union européenne et la France, partant de deux constats. Probablement le constat de la chute du mur, qui libère quand même, rend beaucoup de choses possibles dans un monde qui n'est plus uniquement bipolaire. Et aussi le constat de la guerre du Golfe de 1991, qui avait vu une mobilisation très hostile dans les pays du sud de la Méditerranée à l'intervention occidentale en faveur pour la libération du Koweït. Donc il y a la volonté de créer un dialogue et de créer des nouveaux formats, de nouvelles instances. La France lance en 1991 le Forum méditerranéen à Tanger, qui préfigure plus ou moins le dialogue 5+5, dont on parlera par la suite. Et l'Europe, surtout, lance en 1995 à Barcelone un projet très important qui est le partenariat Euromed, qui repose sur 3 piliers. Un pilier stratégique, cela doit être un instrument de règlement des conflits, un instrument aussi d'arrêt du terrorisme, des menées et des ingérences. Deuxièmement, un pilier économique et financier. En échange d'un certain nombre d'aides, les États du Sud promettent de se réformer, de lancer un certain nombre de réformes dans le sens d'une libéralisation de leur économie. Et le pendant de ces réformes, c'est l'ouverture ou l'objectif d'ouvrir progressivement un marché commun, tout comme l'Europe l'a créé, un marché commun méditerranéen des biens et des personnes, éventuellement. Et enfin, un troisième pilier qui lui est plus vague, qui est un peu sociétal, politique, l'appui à l'émergence d'une société civile, l'appui à des élections libres et démocratiques. Évidemment, cela se passe dans un contexte d'espoir, mais enfin, il y a des pays qui traversent des situations extrêmement difficiles à ce moment-là, comme l'Algérie. En 1995, nous sommes au pic de la décennie noire et de la guerre civile. De toute façon, ce processus Euromed, il finit par s'éteindre et échouer face à l'absence d'avancée du processus de paix, puis la réouverture d'un véritable conflit entre Israéliens et Palestiniens en 2000, avec la deuxième intifada. Au partenariat Euromed, euro-méditerranéen, les Européens substituent une politique, une approche plus bilatérale, que sont des partenariats ou une politique de voisinage, on va dire, avec des partenariats bilatéraux. Ce sont les accords d'association avec la Tunisie, le Maroc, la Jordanie, etc. etc. La France, elle, n'abandonne pas l'idée d'une véritable politique méditerranéenne pour contrebalancer une Europe qu'elle trouve trop allemande, probablement, trop nordique, ou trop marquée par l'Europe du Nord et par une culture économique, une culture politique allemande. Donc, Nicolas Sarkozy, en 2008, lance le projet d'Union pour la Méditerranée. Mais ce projet, dont on parlera plus en détail, lancé un peu à la va-vite, se heurte vite à des questions de format. Est-ce qu'il faut intégrer dedans les riverains uniquement? Mais le projet de Sarkozy est quand même de sortir la Turquie de son Union pour la Méditerranée. Faut-il intégrer l'Allemagne? Faut-il intégrer l'Union européenne, principal bailleur de fonds des projets concrets qui sont censés être le moteur de cette Union pour la Méditerranée? Donc évidemment, le message n'est pas très clair. Il y a quelques couacs au départ.
Il y a la question de l'invitation de Bachar el-Assad à Paris, de la présence de l'émir du Qatar, dont on ne peut pas dire qu'il soit riverain de la Méditerranée, disons un lancement un peu difficile, mais en fanfare, qui très vite s'arrête là aussi sur la multiplication des conflits à la suite des révolutions arabes, enfin d'abord des conflits à Gaza, 2009, 2013, 2014, enfin 2014, c'est ça, et puis des conflits internes à certains pays clés de la Méditerranée, notamment la Syrie, avec les révolutions arabes, mais aussi la Libye. Donc, en conclusion, la politique de la France qui a visé à sortir un peu de son tropisme européen du Nord, ou européen extrêmement fort et qui consiste à essayer d'aller vers la Méditerranée, ce tropisme, il comporte un non-dit très important quand même. C'est que la vision française de la Méditerranée, elle est la vision d'une Méditerranée orientale, occidentale, pardon. C'est-à-dire, pour dire les choses plus clairement, le Maghreb. Lorsque on parle de politique méditerranéenne en France, on parle de politique ou de diplomatie dirigée vers le Maghreb. Seulement, pour des raisons probablement historiques, il est extrêmement difficile d'utiliser ce mot. Il y a une volonté de dépasser ce cadre aussi, où on sait que des conflits entre certains de ses membres, Maroc, Algérie notamment, paralysent un peu les choses et rendent la situation de la France très compliquée. Comment ne pas marquer une préférence pour l'un, pour l'autre. On le voit notamment lorsque Sarkozy, gêné pour la présidence de l'Union pour la Méditerranée, finit par la confier à l'Égyptien Moubarak en 2008. Mais l'Égypte, c'est pas du tout la même vision de la Méditerranée. C'est une vision très proche des différentes instances de règlement du conflit israélo-palestinien. Donc en fait, on retombe dans une forme de diplomatie qu'on connaît bien et qui n'était pas le projet de la France ni de Sarkozy à ce moment-là. Donc comment faire une politique du Maghreb sans prononcer le mot Maghreb? C'est un peu tout le caractère insoluble de la politique méditerranéenne de la France. Mais là-dessus, je voudrais surtout entendre l'avis éclairé de M. Sid Ahmed Rosali, ancien dirigeant de la Sonatrach pendant une décennie, qui a occupé plusieurs portefeuilles ministériels dans son pays, l'Algérie, que ce soit l'énergie, les affaires hydrauliques, les finances ou les affaires étrangères, et surtout qui a été Premier ministre à une période cruciale en 1991-92. Il a occupé aussi des fonctions de diplomate auprès de l'Union européenne dans les années 80, de 84 à 88, et en France de 92 à 94. Donc il est le mieux placé ici pour nous donner sa vision de cette diplomatie méditerranéenne de la France, mais une vision vue d'Alger et du sud de la Méditerranée. Merci. Merci, Monsieur le Président. On est toujours le président de quelque chose. Vous m'entendez? Alors, je vous salue tous et toutes. Et je voudrais exprimer mes remerciements à Georges Morin et aux organisateurs de m'avoir invité. Je saisis cette occasion aussi pour féliciter, je ne dis pas remercier parce qu'il n'est pas moins maghrébin que moi, Georges Morin, pour tout le temps qu'il consacre au Maghreb, d'une manière générale, et à l'Algérie en particulier. Alors, vous parlez de vision. Ma vision, elle ne découle ni de ce que j'ai appris à l'école, je suis ingénieur dépôt, ni de ce que j'ai lu sur la diplomatie française. Et là, cela me conduit simplement je m'en excuse à parler pendant 30 secondes un peu de moi, pour vous dire comment j'en suis arrivé là. Et il se trouve que l'année d'indépendance de l'Algérie a coïncidé, ou l'inverse, a coïncidé avec ma sortie de l'école des ponts.
Et tout le monde sait que l'Algérie est passée à l'indépendance presque par un processus miraculeux. Pourquoi? Parce qu'à cause de la politique de la terre brûlée de l'OAS, pendant les 3 dernières années de la guerre, 1 million d'Algériens pieds noirs ont quitté l'Algérie en l'espace de 2-3 mois. Or, tous les leviers, aussi bien politiques qu'administratifs que politiques, qu'économiques, étaient entre les mains de cette... Et en face, il y avait... Allez, nous étions 500 étudiants algériens dans le supérieur, après 30 ans de colonisation, en 1962. Et nous étions à peu près une trentaine d'ingénieurs. Et donc, il fallait bien occuper les postes. Alors, c'est presque au tirage au sort, en mode, toi tu vas au pétrole, toi tu vas à l'économie, toi tu vas, etc. Toi tu vas à l'agriculture, toi tu vas à l'industrie, toi tu vas aux travaux publics. Et je me suis trouvé à un poste auquel mes camarades français ne pouvaient aspirer qu'en fin de carrière, c'est-à-dire directeur d'administration centrale, juste après ministre, de l'énergie, dans un secteur dont je ne connaissais absolument rien du tout. Et c'est pour ça que je suis un ingénieur d'époque qui n'a jamais construit un pont de sa vie. Quel rapport avec la diplomatie française? De fait même d'être dans l'énergie, et vous savez que le pétrole, c'est des enjeux à la fois techniques considérables, des enjeux économiques, financiers, mais aussi diplomatiques et géostratégiques. Ce qui fait que le pétrole mène à tout. Et par un simple effet du hasard, je me suis trouvé impliqué depuis l'indépendance pendant 50 ans dans tout ce qui est relation algéro-française, bien que ça ne ressortait pas directement de mes compétences administratives à l'époque. Alors voilà comment j'ai été amené donc à vivre en quelque sorte cette relation Maghreb-France ou Maghreb-Europe ou Algérie-France d'une manière assez particulière. Je citerai au passage quelques anecdotes qui vous permettront de voir le côté concret de ce qu'a appelé Christophe Ayad une vision. Je commençais par la première, en parlant de Maghreb. En 1990, on était après l'invasion du Koweït par l'Irak. Et c'était un entretien que j'avais eu avec le leader libyen, Muammar Kadhafi. Après le sommet arabe qui s'était tenu au Caire et qui avait fait appel aux militaires, aux forces armées américaines. Alors qu'il fulminait contre ces Arabes qui appelaient l'étranger sur la terre sacrée, et ces Arabes qui déposaient leur argent dans les banques françaises et européennes, il m'a dit, mais vous les Algériens, je vous soupçonne d'être plus proches des Européens que vous l'êtes des Arabes. Et j'ai bien senti qu'il disait ça non seulement pour me piquer, mais il s'attendait à une protestation de ma part. Et là, je lui dis, mais à sa grande surprise, mais vous avez parfaitement raison, monsieur le guide, dont on appelle Qaïd. Il a fait ça, je lui dis, parce que nous sommes des Méditerranéens. Nous sommes des Méditerranéens. Et là, je lui ai expliqué, sans aller dans les détails, que depuis 20 000 ans, tout autour de la Méditerranée, il y a le même homme. C'est ce qu'on appelait le proto-méditerranéen. Et que, sans renier absolument une composante très importante de notre culture, qui est la culture arabe, nous étions des Berbères. D'abord des Berbères. Et ceci ne conduit pas à mésestimer ou à ignorer, loin de là, ce qu'a apporté l'islam, c'est-à-dire la culture arabe. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à 20 000 ans, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, je vais me contenter du présent. Donc, je passe sur les brassages
de population, les échanges commerciaux, les visites réciproques plus ou moins amicales ou inamicales, plus le rôle des Berbères dans, disons, ce qu'on appelle la conquête arabe de l'Espagne, qui était en réalité conquête berbère, parce que les Arabes ne sont pas venus en foule. Ils n'ont pas. Ce sont les Berbères, les premiers Berbères qui ont été islamisés, qui ont fait le reste du boulot, pour le meilleur et pour le pire. Ils ont islamisé le reste de l'Afrique et les troupes, aussi bien les chefs que les troupes qui ont envahi l'Espagne, qui sont venus en France ou en Europe, étaient essentiellement des Berbères. C'est la direction politique, les Omeyyades, qui étaient arabes, entre guillemets. Alors, donc, je veux dire que la Méditerranée, ça existe, ce n'est pas simplement un concept. Ça existe depuis des millénaires. Ça existe sur le plan historique, ça existe sur le plan culturel. Et cela me rappelle un peu, en matière de brassage, ce que disait un anthropologue qui faisait l'histoire des Berbères et qui essayait d'énumérer le nombre de peuples qui ont envahi l'Afrique du Nord et le cœur de l'Afrique du Nord, l'Algérie. Il a dit finalement, on a pu faire le tour de la question en dénombrant ceux qui n'ont pas envahi alors, la relation entre l'Europe et la France, entre l'Europe et l'Algérie, l'Europe et le Maghreb, c'est une relation qui est très complexe, très difficile à comprendre, très difficile à vivre, et que je retiens, moi, comme un cas d'un gaspillage monumental d'opportunités. De la même manière, d'ailleurs, que nos institutions ont fait de l'Algérie elle-même un monument de gaspillage de ressources et d'opportunités. Alors, nous sommes en présence vous avez parlé d'échecs de relations avec le Maghreb, et là je m'excuse d'un peu compléter, pour ne pas dire corriger. C'est dû à la relation entre le Maroc et l'Algérie. Là aussi, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Moi, je m'élève toujours contre ce paradigme qui dit l'union du Maghreb ne se fait pas parce que les relations entre l'Algérie et le Maroc sont mauvaises, et les relations entre l'Algérie et le Maroc sont mauvaises parce qu'il y a l'affaire du Sahara. Ça, c'est ce qui circule, c'est l'idée dominante, aussi bien au Maroc qu'en Algérie qu'en Tunisie, et qui est complètement fausse. Et là, je cite aussi un exemple, pour dire que pourquoi cela est faux. Que la raison est autre. La raison est autre. Il y a actuellement, entre l'Algérie et le Maroc, des frontières qui sont à la fois ouvertes et fermées. C'est déjà rare. Elles sont ouvertes sur le plan aérien, elles sont fermées sur le plan terrestre. Mais même sur le plan terrestre, elles ne sont pas fermées pour tout le monde. Parce qu'il y a un flux considérable de marchandises et de personnes qui circulent. Elles ne peuvent pas circuler sans l'accord des forces de sécurité qui surveillent des deux côtés. Ça veut dire qu'il y a des forces politiques en Algérie et au Maroc qui ne sont pas pour l'élimination de toutes les sources de tension, pour des intérêts bassement matériels et politiques. Alors que, pourquoi cette frontière avait été fermée? Moi, quand je vais au Maroc, et je vais souvent au Maroc, les Marocains me disent, mais pourquoi on n'ouvre pas les frontières? Mais je lui dis, mais nous avons déjà ouvert les frontières. Nous les avons ouvertes pas par une décision administrative. Nous les avons ouvertes en 90, quand nous avons signé, les 5 pays membres de l'UMA, un accord de libre circulation des biens et des personnes. Ça, c'est en 90. Je suis l'un des signataires pour l'Algérie. 3 ans après, il y a un attentat à Marrakech contre un hôtel. Les artisans de cet attentat, parmi eux, il y avait un binational algéro-français. Les services de sécurité américains, marocains en ont déduit que l'Algérie était dans le coup. Résultat, le ministre de l'Intérieur, il est décédé maintenant,
rétablit les visas unilatéralement, rétablit les visas entre l'Algérie et le Maroc. Violation d'un accord international. Violation d'un accord international. L'Algérie, vous rétablissez les visas, eh bien nous fermons les frontières. On répond à une violation d'un accord international par une autre violation d'un accord. Et c'est là qu'est le véritable problème. C'est là que le véritable problème. Vous ne verrez jamais un Premier ministre ou un ministre belge décider de rétablir comme ça les visas entre la France et la Belgique. Parce que s'il le fait, au bout de 30 secondes, il saute. Parce que ce sont des États de droit. Et moi, je dis que les choses vont mal entre l'Algérie et le Maroc, et elles iront toujours mal, non pas parce que la question du Sahara, c'est parce que les relations bilatérales ne sont pas fondées sur une confiance mutuelle et sur la culture du droit. Tu commets le mal, je ne vais pas me faire justice moi-même. Il y a une cour de justice. Donc on n'a pas encore la culture, ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, on n'a pas encore la culture du respect du droit. Et c'est ça la véritable raison. Bon, ça intéresse les Européens. Malheureusement, les Européens, il y a un décalage entre, et la France notamment, il y a un décalage entre le discours politique, la profession de foi et ce qui se passe dans le terrain. Que je sache, l'entreprise européenne qui m'a toujours fasciné personnellement et que je considère comme un exemple unique dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que des peuples décident de s'unir non point par l'épée et par le feu et par le sang, mais sur la base du droit. C'est ça le credo européen. Sur la base, étendre sans cesse une zone de prospérité sur la base du droit. Et j'ai vécu, moi, avec les Européens et avec les Français notamment, beaucoup de situations où il n'y a pas conformité entre le droit, entre le discours et la réalité. Si l'Europe s'en tenait vraiment à ce qu'elle définit elle-même comme étant l'Europe, c'est-à-dire le droit et la volonté des peuples, si on se tenait là, les choses iraient beaucoup mieux. Cela ne veut pas dire que si ça ne marche pas, c'est la faute des autres, c'est la faute des Français. Non, non. Ou c'est la faute des Européens. Il y a une responsabilité partagée. Pour moi, c'est 50-50. Sur le plan de la... Je me souviens très bien quand Chirac était allé visiter l'Algérie en 2003, il avait reçu un accueil triomphal par la population. Et à ce moment-là, l'ancien directeur du Monde m'avait interrogé, il me disait, mais c'est les visas, ça? Il dit, mais non, trompez-vous. Le peuple algérien a la géopolitique dans la tête, ça c'est clair. Il veut des relations importantes avec la France et avec l'Europe. Il veut des relations. Et ça, je le dis parce que je l'ai vécu en plusieurs circonstances. Quand nous négocions avec les Français en 1970, avant les nationalisations, le pétrole, nous n'avions pas beaucoup de soutien de la part de l'opinion algérienne. Pourquoi? Parce que les histoires de prix, le peuple ne connaît pas les détails techniques. Donc pour lui, tout ce que disait le Moudjahid, c'est faux. Donc tout ce que disait l'Europe 1 ou bien le monde, c'est vrai. À telle enseigne que ma mère, qui ne peut pas être pour son fils, elle me dit-elle que, mon fils, pourquoi vous êtes si méchant avec les Français? Arrangez-vous avec eux. Donc, si vous voulez, nous avons une situation qui est presque idéale pour un homme politique. Nous avons une population qui est très intéressée à voir se développer des relations. Mais nous avons aussi une population ici ou une situation qui est unique au monde. Si on compte le nombre de binationaux, le nombre d'Algériens qui sont purement algériens, le nombre de gens qui ont affaire plus ou moins d'Algérie, les pieds noirs, etc., les descendants, vous avez en France une population de au moins de 10 millions d'habitants, je ne dis pas qui est sympathisante avec l'Algérie, mais qui n'est jamais indifférente à ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc, soit de manière hostile, soit... Alors, donc, je reviens à la vision. Les obstacles. 1.
en revenant à la diplomatie française, depuis l'indépendance, à part la période du général de Gaulle, il n'y a jamais eu vraiment de politique algérienne en France. Et il n'y a jamais eu de politique française en Algérie. Avec Mitterrand, mais malheureusement, j'ai eu le privilège de travailler avec lui puisque j'étais ambassadeur. Avant, je le voyais comme ministre des Affaires étrangères, mais après, j'étais ambassadeur. Et donc, c'était une période particulière de sa vie. Il venait avoir cette maladie et où il était en train lui-même de se remettre en question, aussi bien politiquement que spirituellement. Et je sentais qu'il avait une forte envie de rectifier les choses avec l'Algérie, mais qu'il sentait aussi que c'était un peu tard. De l'autre côté, vous avez le général de Gaulle qui disait « Toute politique africaine de la France passe par la porte étroite de l'Algérie ». Je cite entre guillemets. Passe par la porte étroite de l'Algérie. Entre les deux, il y a eu un président que je ne nommerai pas qui n'a jamais accepté l'indépendance de l'Algérie. C'est le resté à la gorge. Et donc, cela ne... Et en face, vous avez un pays qui, depuis 55 ans, éprouve encore des difficultés à rentrer dans l'état de droit. Alors, tout ça, ce n'est pas favorable à un grand projet. Et un grand projet, malheureusement, ce qu'on appelle le court-termisme, repose uniquement sur des contrats. Tandis que le projet vraiment favorable aux populations françaises, aux populations européennes et aux populations sud-méditerranéennes, c'est autre chose que des contrats. Mais c'est une vision à long terme. C'est, voilà une région, en parlant du Maghreb, qui est 4 fois plus étendue que l'Europe méditerranéenne. 4 fois et demi. Et qui est 2 fois moins peuplée. Et qui a toutes les ressources qu'il faut pour bien nourrir 300 millions d'habitants, et non point 100 millions d'habitants. Car maintenant, l'Europe, le Maghreb, c'est 100 millions d'habitants. Et on les nourrit mal. Alors, si on veut vraiment profiter, je veux dire, faire profiter les populations, il faut aider cette région, travailler pour que cette région soit capable d'échanger avec l'Europe 1000 milliards de dollars par an et non point seulement 100 milliards de dollars. C'est ça l'objectif. Et malheureusement, on n'a jamais vu les choses de cette manière, ni d'un côté ni de l'autre, parce que quand on est deux, si on veut réussir, chacun a une responsabilité pour aiguillonner l'autre. Et la responsabilité, pour moi, même de la faiblesse de la position européenne, nous la partageons aussi, puisque nous ne sommes pas là pour les aiguillonner. Quand on cherchait à promouvoir l'Union pour la Méditerranée, et j'y reviendrai après, l'Union pour la Méditerranée. Vous me dites de m'arrêter quand je serai... D'accord, 2 minutes, il faut que je m'arrête tout de suite. Bon, on laissera ça pour la discussion. Je disais à Guénaud, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous dites? Voilà, nous avons un projet, nous avons 500 millions pour chacun de dollars à prêter pour le développement pendant 5 ans. Que voulez-vous que la réaction soit en Algérie d'un pays qui vous lui proposez de 500 millions de dollars pour 5 ans, il est en train de craquer 6 milliards de dollars pour une mosquée. Donc, le problème est pas là. Et je termine, puisque j'ai 2 minutes, sur, disons, ce que j'appelle, il faut dire les choses en leur nom, l'hypocrisie, le processus de Barcelone, est célèbre pour un paradigme merveilleux. Vous savez, quand est-ce qu'il est venu le processus de Barcelone? C'est après la création de l'Union européenne en 1992. Avant, c'était l'Union européenne. Et au démarrage de la décennie noire en Algérie, le terrorisme. Ce qui fait que les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis sur le thème de la sécurité en Méditerranée. Et réunis sur le thème de la sécurité, ils ont dit pas de sécurité sans développement. Pas de développement sans état de droit. Pas de développement sans bonne gouvernance. Pas de bonne gouvernance sans état de droit. Et ils ont dit tous, au nord comme au sud, on va mettre ça
comme le pilier à l'article 2 de la nouvelle relation. Aucun n'a respecté ça. Aucun n'a respecté ça. Et ne serait-ce que pour le cas de la Tunisie, quand on disait pourquoi vous êtes favorable à Ben Ali, il dit mais lui c'est un bon élève. On l'accepte, mais c'est un bon élève. Voilà. Je laisse la suite. Merci beaucoup. C'était plein de très imagé et plein de perspectives de discussion. Je pense qu'on en a pour 3 ou 4 tables rondes au moins. Je vais passer maintenant la parole à Yves Aubin de la Messusière. Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur en Italie, en Tunisie, au Tchad. Je ne vais pas énumérer tous les pays arabes où vous avez été en poste parce qu'ils y sont quasiment tous. Et vous venez de publier Profession diplomate, un ambassadeur dans la tourmente, qui raconte le métier de l'intérieur, pour ceux que ça intéresse, de voir comment ça s'est passé concrètement ces 30-40 dernières années sur différents dossiers très importants, le conflit israélo-palestinien, le Liban, les relations avec l'Égypte, etc., etc. C'est raconté dans ce magnifique livre. Vous allez nous parler plus précisément de deux enceintes qu'on a évoquées et que M. Rosalie a évoquées, 5+5 et l'Union pour la Méditerranée. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et quels instruments l'actuel président pourrait utiliser pour mener sa politique? Bon, mais merci de m'avoir invité. Je remercie Georges Morin. Est-ce qu'on m'entend? Non? Ah oui, vous m'entendez. Non, je ne sens pas. Ah bon, attendez, oui. Et alors, on ne peut pas s'empêcher, dès qu'on parle de Méditerranée, de citer Fernand Braudel, hein, qui, mais ce sera fait très rapidement, qui qualifiait la Méditerranée de mer-monde en raison, dans l'histoire, et ça remonte aux cités-États, c'était au cœur des circulations des hommes, et circulation aussi, c'était le commerce. Et maintenant, on peut se demander, compte tenu de l'ensemble des fractures et des problèmes que connaît la Méditerranée dans ses différentes composantes, si ce n'est pas plutôt une mer en marge du monde. Et alors, j'ai trouvé, ça peut paraître un peu baroque, parce que moi j'aime bien comparer un petit peu les grandes évolutions et puis, disons, les moyens que consacre l'Union européenne au développement du sud de la Méditerranée. L'Union européenne consacre moins de 3% de ses investissements dans les pays de la rive sud, soit 30 fois moins que ceux du Japon dans le sud-est asiatique. Et alors, on a trop longtemps entretenu le mythe d'une civilisation méditerranéenne. Donc, conception imaginée en Europe à partir d'une inspiration gréco-romaine, plus chrétienne, en ignorant l'ampleur de l'héritage judéo-arabe. Donc, le mythe de la Mare Nostrum a été entretenu pendant des siècles, de l'expédition d'Égypte jusque récemment, lorsque politiques éditorialistes se sont rejoints pour se féliciter que les printemps arabes aient été inspirés par les valeurs de la civilisation européenne, ignorant donc aussi leur caractère évident, endogène et autonome. Et donc, alors j'ai remarqué je l'aborde dans ce livre, combien à la fois nos partenaires, à la fois du Maghreb et du Machrek au sud, ont-ils d'ailleurs, les uns et les autres, une politique européenne construite? Moi, je ne l'entends jamais, ou très rarement, bien entendu. Et c'est pour ça que j'ai un doute, finalement, de la construction d'une politique méditerranéenne de la France, comme j'ai toujours eu un doute sur la construction actuellement, depuis des décennies, de la permanence d'une politique arabe de la France. Cela supposerait d'abord qu'il y ait un monde arabe uni. Elle avait une pertinence à l'époque du général de Gaulle, et ensuite donc de ses deux successeurs, parce que à l'époque, quand elle a été construite, cette politique arabe de la France, donc aussi méditerranéenne, nous étions en rupture avec l'Algérie
et aussi avec l'Égypte et la plupart des pays arabes en raison de l'expédition de Suède, sur le canal de Suez, pardon. Et alors, pour revenir à ce que vous me demandiez, lorsqu'est née l'Union pour la Méditerranée, donc c'est une initiative de Nicolas Sarkozy, et qu'il a développée d'ailleurs pendant la campagne électorale, et moi j'étais ambassadeur à Rome. Et j'étais en contact avec ses conseillers, qui allaient devenir ses conseillers diplomatiques, pour émettre un doute sur cette construction, d'abord parce qu'on l'a qualifiée d'union méditerranéenne. Alors ça crée des malentendus. Et certains de mes interlocuteurs me disaient, puisque c'est à l'image un peu de l'Union européenne, est-ce qu'il y aura une liberté de circulation? Certainement pas. Et puis d'emblée, et ça c'était la marque d'Henri Guénaud, assez anti-européen, assez anti-Commission européenne, qui avait imaginé que cette union méditerranéenne, qui est devenue une union pour la Méditerranée, donc c'est une meilleure formulation, il n'y avait que les pays riverains de la Méditerranée. Moi, j'ai trouvé l'expression dans ma télégramme diplomatique, ça ne plaisait pas toujours, c'est-à-dire les pays qui ont les pieds dans l'eau. Et alors, si bien qu'on excluait l'ensemble des autres pays non riverains de la Méditerranée de cet exercice qui pouvait paraître intéressant, et puis aussi la Commission européenne. Et on a créé, il faut s'en souvenir, la première crispation dans la relation franco-allemande, à l'époque de Sarkozy, quand il est devenu président de la République, c'est l'exclusion d'un pays comme l'Allemagne de cet exercice, alors que l'Allemagne est un partenaire, bien entendu, de la Méditerranée, pour des considérations pas uniquement économiques et commerciales, mais aussi de sécurité, de migration et autres. On l'a vu à travers, effectivement, les migrations syriennes. Alors voilà donc cet exercice qui finalement, alors qui englobait, qui est un peu trop vaste, et puis finalement, et puis aussi, enfin l'autre erreur, je voulais le dire au passage, c'est d'avoir choisi Moubarak comme vice-président de l'Union pour la Méditerranée, alors qu'il était déjà, on était encore quelques années avant, évidemment, les printemps arabes, mais il était quand même plutôt en déclin. Et d'ailleurs, il était, il faut le savoir, parce que j'étais aussi ambassadeur en Tunisie, Moubarak était en concurrence avec Ben Ali. On a failli choisir vraiment Ben Ali, puis finalement, ça a été Moubarak. Alors, autant pour le processus de Barcelone, ce ne serait peut-être pas aussi critique, parce que finalement, ce processus de Barcelone a été utile, même sur le plan concret, puisqu'il a permis la conclusion et la signature de conventions de partenariat avec la plupart des partenaires de la Méditerranée. Et alors voilà, pour revenir à l'UPM, qui est devenue progressivement une coquille vide, et on a construit un secrétariat à Barcelone, alors qu'en général, et c'est le cas pour le 5+5 sur lequel je reviendrai, une structure assez lourde, assez coûteuse. Ils ont multiplié les projets. 54 d'entre eux ont été labellisés Union pour la Méditerranée, mais concrètement, 2 seuls sont sortis après 10 ans de création et d'existence de l'Union pour la Méditerranée. L'un qui est en cours, je crois, qui va très rapidement avancer, c'est une usine de dessalement à Gaza, très utile, bien entendu. Et l'autre, qui est déjà créé, c'est l'université Euromed à Fès, au Maroc. Et alors voilà, donc il y avait ce côté très technocratique, et puis cela manquait de l'Union pour la Méditerranée, de souffle et de vision globale, et une manière de traiter tous les dossiers séparément, parce que bon, il y a la migration, il y a le terrorisme, il y a l'environnement, bien entendu. Et alors pour vous dire aussi ce côté très technocratique, quand il y a eu une réunion récemment des ministres européens et des pays aussi du Sud, Madame Mogherini, donc la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne, puisque les ministres eux-mêmes étaient dans l'incapacité de publier un communiqué commun, donc elle a fait une déclaration. Alors je crois que ça vaut le coup de la lire. Vous allez voir, les gouvernements réaffirment leur ferme volonté politique de promouvoir leur coopération régionale en s'appuyant sur l'UPM, plateforme opérationnelle unique permettant d'intensifier les efforts conjoints pour relever les défis et créer des opportunités dans la région euro-méditerranéenne. Mais alors, imaginez les opinions quand ils lisent un tel communiqué. Donc voilà, donc l'UPM est progressivement devenue
une coquille vide. Et d'ailleurs, à l'époque de François Hollande, alors que j'avais travaillé dans le cadre de la Fondation Jean Jaurès sur le monde arabe et la Méditerranée, on lui avait préparé des éléments de langage, c'était avec Hubert Védrine, eh bien, il a pratiquement jamais mentionné dans ses discours importants devant les ambassadeurs aux Nations Unies la Méditerranée. Et voilà, donc, quand j'étais, puisque vous avez bien voulu citer mon livre, très tôt, donc j'étais sous l'autorité d'Hubert Védrine, et en général, les diplomates, lorsqu'ils sont directeurs Afrique du Nord, Moyen-Orient, sont très attirés par le Proche-Orient. Ça semble effectivement à la fois sur le plan politique, intellectuel et culturel plus passionnant que de s'occuper malheureusement du Mali. Il m'a dit, pardon, et il m'a dit travailler sur la priorité Maghreb pour la politique de la France. C'est ce qu'on a fait. Et avec certains résultats, parce que c'est effectivement notre proximité. Nous avons une histoire commune, enfin bon, quoique on a aussi en partie une histoire commune avec certains pays du versant est de la Méditerranée. Alors donc j'ai repris l'exercice 5+5, qui est un exercice euro-méditerranéen, bien entendu, mais de proximité, c'est la Méditerranée occidentale. Donc on a fait tout un travail conceptuel, et pour dire déjà, donc ça remonte à une quinzaine d'années, quelles sont les priorités. En particulier, il faut s'intéresser davantage aux sociétés civiles, il faut s'intéresser davantage à la jeunesse. Et donc cet exercice s'est bien développé. Il y avait des réunions 5+5 dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la défense. Voilà, donc c'était cette priorité et, de la diplomatie française. Et alors, donc il y a, pour parler là, rapidement de la politique du président actuel. Alors, il a tenu un premier discours intéressant, mais on peut toujours tenir des discours très intéressants. Il faut voir comment cela se traduit dans la réalité. Il a parlé véritablement, et je crois véritablement, il s'y intéresse, de Méditerranée. Il a fait un discours, il n'a même pas mentionné l'Union pour la Méditerranée, qui existe toujours. Vous savez, quand on crée des institutions, des organismes multilatéraux, même si, je disais, c'est une coquille vide, eh bien, finalement, eh bien, elle s'inscrit dans la pérennité. Et d'ailleurs, je vais vous en parler dans un petit moment. Et il a fait un deuxième discours un peu plus tard, c'était donc l'été 2018, devant les ambassadeurs. Et là, il a désigné de manière très claire la Méditerranée occidentale et le 5+5. C'est ce qui explique qu'il va organiser, la presse en a assez peu parlé, mais c'est très intéressant de suivre, on n'a pas encore beaucoup d'éléments très précis, une conférence qui va s'appeler la conférence des deux rives, et donc des deux rives de la Méditerranée, qui va se tenir à Marseille au mois de juin prochain. Donc il inscrit de manière très claire, sans exclure complètement de l'UPM qu'il a fini dans d'autres discours à nommer, on ne peut pas complètement l'exclure, et donc il a bien marqué sa priorité, et il y aura cette réunion qui sera essentiellement consacrée aux sociétés civiles. D'ailleurs, et ça c'est une manière de montrer que la France ne doit pas ramener le 5+5 à elle seule, même si elle en a pris l'initiative, je crois que vous l'avez dit, dans les années 90, à l'époque de Mitterrand. D'ailleurs, c'est une idée d'Hubert Védrine. Donc, une espèce de déconcentration, décentralisation. Il y aura des forums, c'est intéressant, société civile, uniquement, au Maroc, en Algérie. Pour l'Algérie est désigné comme s'occupant, monsieur le Premier ministre, d'énergie et des nouvelles énergies. La Tunisie, je crois que c'est dans le domaine société civile. D'ailleurs, effectivement, quand on voit effectivement le poids et le rôle des sociétés civiles en Tunisie, et la France aura la culture. Enfin voilà. Donc il y aura ces forums, et ces forums-là, il y aura une synthèse, vont désigner une centaine de personnalités du Nord et du Sud, totalement paritaires, réparties entre le Nord et le Sud, et aussi hommes-femmes, et qui vont faire des propositions au cours de cette réunion au mois de juin. Alors, ce que je voulais vous dire, et je ne vais pas trop m'attarder parce que le temps manque, mais quand je m'occupais, monsieur le Premier ministre, quand je m'occupais du 5+5,
j'étais ambassadeur aussi préalablement. Donc j'avais été donc directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient, et ambassadeur en Tunisie. Pardon? Non, c'était avec Hubert Védrine. Non, Roland Dumas, non, je l'ai connu quand j'étais ambassadeur au Tchad, bien longtemps avant. Et mes interlocuteurs tunisiens, dont le ministre des Affaires étrangères, qui a présidé l'Union du Maghreb arabe, me disaient « Mais nous tenons beaucoup au 5+5. Pourquoi ? Parce que c'est l'occasion qui nous est présentée. Les 5 pays du Maghreb, et il y a aussi la Mauritanie un peu en marge, donc la Libye en fait partie, eh bien c'est l'occasion de nous rencontrer parce que nous avons du mal à l'époque à construire l'Union du Maghreb arabe. Et d'ailleurs c'était très intéressant parce que le cercle des économistes français était venu et au cours d'une grande réunion qui s'est déroulée en Tunisie et à laquelle je crois même le président Ben Ali a assisté, pour démontrer que l'absence d'intégration économique au sein du Maghreb eh bien, provoquait, disons, une perte de 1% du PIB. Il y aurait 1%, entre 1% et 2% du PIB en plus s'il y avait effectivement cette intégration économique. Mais on a vu les difficultés. Et moi, je l'ai bien vu donc, du côté Tunisie, Algérie, quand je circulais, et Maroc, ce souci d'avoir une relation, disons, privilégiée et pratiquement exclusive avec les pays de l'Union européenne et donc avec la France. Là, voilà, ça, c'est la vraie difficulté. Je ne sais pas où en est l'Union du Maghreb arabe, mais effectivement, peut-être que la relance du 5+5 permettra à ces 3 pays, au-delà, effectivement, vous les avez désignés, de ces conflits, on peut le regretter, que tout de même, encore au jour d'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et puis on voit que l'affaire du Sahara occidental, on pensait qu'avec le renouvellement des générations, eh bien peut-être on pourrait peut-être trouver une solution et en tout cas dépasser ce problème-là pour que les pays de l'Union du Maghreb arabe puissent construire une véritable politique d'intégration. Ben voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Alors simplement ce qui va se passer, ce qui va être difficile, je ne suis pas un spécialiste de la Libye, comment se fera la représentation de la Libye au sommet du mois de juin. Donc on verra où on en est et où en sera la Libye, parce que là, on voit bien les évolutions qui ne sont pas effectivement très favorables. La France, on peut dire que c'est un élément de la politique méditerranéenne. C'est beaucoup le président Macron, beaucoup impliqué dans la solution, la résolution politique du conflit libyen, puisqu'il a réuni à 2 reprises donc les 2 partenaires, et sans, évidemment, pour l'instant, à ce moment-là, de perspective de solution. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est bien qu'on finisse sur la Libye, parce que justement, j'ai été mauvaise langue en insistant sur les dissensions Algérie-Maroc, mais je pense qu'un des problèmes à venir de la politique méditerranéenne de la France va être ses relations avec l'Italie. Et ça, c'est pas au sud de la Méditerranée que ça se passe, mais au nord. Bon, elles ne sont pas du même ordre, et il ne faut pas espérer qu'elles dégénèrent jusqu'à ce point-là, mais on voit que sur le dossier libyen, les divergences d'approche et même la concurrence, pour dire les choses très franchement, entre la France et la Libye, sur des domaines qu'elles estiment l'une comme l'autre, ces 2 capitales, Rome et Paris, essentielles pour elles, soit pour des raisons historiques, soit pour des raisons de poids militaire dans la région de la Méditerranée centrale et occidentale. Eh bien, chacune de ces 2 capitales estime avoir plus son mot à dire que l'autre. Et c'est source de malentendus, voire de problèmes. Manon Nourtanous, vous êtes spécialiste d'un autre pays méditerranéen, qui est la Syrie. Vous êtes chercheur associé au centre Thucydide, Paris 2, et vous travaillez au Collège de France aussi. Et vous avez publié Chirac, Assad et les autres, qui est une plongée fascinante dans la diplomatie française vis-à-vis de la Syrie, de ces un peu plus, enfin c'est quasiment de ce dernier siècle, mais en vous attardant sur ces 30-40 dernières années, et en particulier sur la période qui va de Jacques Chirac à aujourd'hui. Or, la Syrie, elle a été au centre de 2 énormes crises méditerranéennes de ces toutes dernières années.
la question terroriste, puisque elle a été l'une des bases de ce groupe État islamique qui a frappé notamment en Europe, en Italie, enfin pardon, en France, en Allemagne et dans différents pays de l'Union européenne. Et elle a été aussi pas la seule, mais la source principale de cette vague de migrants de 2015, dont on continue à voir aujourd'hui les effets politiques dans l'Union européenne. On ne va pas parler que de la Syrie, mais pour vous, qu'est-ce qui s'échange entre le nord et le sud de la Méditerranée lorsqu'on parle de diplomatie européenne? De quoi il est question? Quels sont les termes de l'échange? Est-ce que ça s'est renouvelé? Parce qu'il y a 25 ans, on parlait surtout d'espace de libre-échange, pas trop de libre circulation, mais enfin, on espérait une prospérité partagée. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de comment gérer deux problèmes que sont les migrants, qu'ils viennent directement de ces pays ou qu'ils viennent de pays situés à l'arrière, l'Afghanistan, dans le cas turc, l'Afrique subsaharienne, dans le cas du Maghreb, et la question sécuritaire terroriste qui donne lieu à des opérations militaires européennes, notamment françaises, allemandes, dans le Sahel, mais aussi au Levant. Merci. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Si, oui. Merci beaucoup pour ces propos introductifs liés à l'actualité et qui vont me permettre de remettre en perspective un peu ces événements, puisque mon propos est de revenir sur l'idée de Méditerranée, sur des séquences qui ont déjà été évoquées par les deux précédents intervenants, et je pense qu'on pourra sur ce point se compléter, entre la fin de la guerre froide et les printemps arabes de 2011. Donc entre 1991 et 2011, un processus au cœur duquel se situe évidemment la France. Et l'idée, c'est de montrer comment la refonte de la communauté européenne à l'issue de la guerre froide, donc en 1993 avec le traité de Maastricht, va aller de pair avec une nouvelle approche de l'espace méditerranéen. Et cet espace méditerranéen, en 1991, n'est plus l'espace colonial et n'est plus vraiment non plus l'espace post-colonial, puisque la séquence qui s'étend des indépendances jusqu'à la fin de la guerre froide a permis déjà d'envisager ces pays du sud de la Méditerranée comme des États indépendants et dans une certaine mesure de solder un peu l'histoire coloniale. Donc cet espace méditerranéen peut être appréhendé d'une nouvelle manière, mais alors il doit être structuré, en tout cas c'est la vision de l'Union européenne, qui se construit comme un acteur de l'espace méditerranéen. Et sur ces 20 ans, elle va osciller entre mise à distance et inclusion dans un même ensemble. Donc on va avoir ce phénomène de rapprochement et mise à distance. Et le fil rouge que je souhaiterais proposer pour comprendre ces années de relations euro-méditerranéennes repose sur des réflexions qui ont été engagées en fait par des auteurs qui ont réfléchi sur la notion d'empire. Et je voudrais voir ce que peut offrir en termes de réflexion, donc vraiment d'un point de vue analytique, la mobilisation du répertoire impérial. Donc il ne s'agit pas ici, bien sûr, de dire que l'Union européenne est un nouvel empire ou de parler d'impérialisme. On parle parfois pour l'Union européenne d'empire du consentement. C'est notamment Henri Laurence qui a employé cette expression. Mais voir, voilà, du point de vue de l'analyse, cet angle, que peut-il nous apporter pour comprendre ces années de relations euro-méditerranéennes? Donc l'idée de mobiliser le répertoire impérial nous est utile, me semble-t-il, pour montrer que l'Union européenne, en fait, a établi une sorte de barrière sud de la Méditerranée. Et ça, je souhaiterais le montrer en 3 temps, donc dans le temps qui m'est imparti. D'abord, le processus de Barcelone qui a été abondamment évoqué, donc, ce qui m'évitera de rentrer dans des détails factuels. Donc c'est 1995, où on prend acte de la fin de la guerre froide et l'Union européenne réinvestit l'espace méditerranéen qui était avant un espace de confrontation Est-Ouest. Deuxième temps, les attentats du 11 septembre 2001 qui vont réorienter la réflexion sur le voisinage méditerranéen. Et donc on a à la fois le maintien d'une rhétorique coopérante de coopération
Et en même temps, on voit que les rapports vont se tendre sur des questions sécuritaires. Et troisième temps, donc l'Union pour la Méditerranée, là encore, sans entrer dans les détails factuels, mais pour montrer à la fois la continuité de ce rapport Nord-Sud et ce que ça implique de nouveau du point de vue de l'Union européenne. Donc premier temps, sortie de la guerre froide, c'est l'opportunité pour l'Union européenne de considérer la Méditerranée comme un prolongement de l'espace méditerranéen. L'Union européenne, qui est nouvellement constituée par le traité de Maastricht, va jeter les bases de ce qu'on a appelé la PESC, donc la politique étrangère et de sécurité commune. Et dans ce projet, la Méditerranée apparaît comme un concept. Donc au-delà de la réalité géographique, il y a vraiment la construction d'un concept, d'une notion, d'une catégorie, qui vise à dépasser l'antagonisme Orient-Occident. Donc on parle désormais d'espace méditerranéen. Et les thématiques de l'échange entre le nord et le sud de la Méditerranée vont être sur les notions de prospérité économique ou de réforme politique, inspirées des principes libéraux et occidentaux, puisque ces principes apparaissent comme étant les vainqueurs de la guerre froide. On est dans les années 90. Cette politique européenne va résulter en fait d'un partage des tâches entre les Européens et les Américains. Les Américains assumant un rôle politique dans la région. Ils sont notamment, donc c'est la seule puissance à l'issue de la guerre froide. Ils ont eu cette intervention au moment de la guerre du Golfe 90-91 qui a été évoquée également, qui leur fait percevoir qu'une coopération est possible avec des pays qui traditionnellement se situaient dans l'espace d'influence soviétique, notamment la Syrie, qui participe à la coalition. Et semble s'entrouvrir pour les Américains l'opportunité de faire la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Donc on va avoir la conférence de Madrid en 91, puis le processus d'Oslo. Donc tel est le rôle confié aux Américains. Et les Européens, eux, s'engagent dans une coopération régionale pour le développement. Et donc il s'agit, côté européen, en complément de la politique américaine, de faire de la Méditerranée un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité. Donc, alors que les processus de Madrid, d'Oslo s'engagent, l'Europe va initier la conférence de Barcelone, donc 95, et qui va être à l'origine du partenariat euro-méditerranéen. La problématique, très vite, côté européen, est de voir, en fait, si l'Union européenne appartient à cet ensemble ou non. On a le sentiment, dans ces années 90, que l'Union européenne a du mal à trancher si elle fait partie de cet ensemble géographique, puisqu'elle parle de Méditerranée, donc qui devrait comprendre tout le pourtour méditerranéen, ou est-elle une puissance extérieure à même de dynamiser le sud méditerranéen et de le stabiliser? Et on le voit même dans le choix des termes, puisqu'on parle non pas de partenariat méditerranéen, mais euro-méditerranéen, avec l'idée qu'on a deux ensembles face à face et qui devraient dialoguer. Deuxième temps de cette co-construction entre le nord et le sud sur ce que doit être la Méditerranée, c'est les années 2000. Donc dans les années 2000, le processus d'Oslo a échoué, ce qui entraîne aussi la stagnation du processus de Barcelone, puisque les deux étaient liés, on l'a vu, dans cette division des tâches entre Américains et Européens. Et surtout, les attentats du 11 septembre 2001 ont eu lieu, suivis de la guerre en Afghanistan et de l'invasion de l'Irak en 2003. Et tous ces événements vont avoir un impact direct sur l'espace méditerranéen dans ses relations nord-sud. On voit très vite que la tentation est désormais que la syntaxe sécuritaire va dominer l'échange. Donc on a deux axes qui ont été rappelés d'ailleurs dans l'introduction de cette table ronde, qui vont être d'une part la lutte contre le terrorisme, devenue très prégnante à partir de 2001, et d'autre part la maîtrise des phénomènes migratoires, qui sont deux préoccupations pour les sociétés du Nord. Quand le dialogue 5+5 d'ailleurs sera relancé, donc il date de 90, mais il est relancé en 2001, ça va être essentiellement autour de ces questions de sécurité et de stabilité. Pour autant, l'Union européenne ne tranche pas facilement entre ces différentes approches de ce que doit être le sud de la Méditerranée. Et j'aime à citer les propos de Romano Prodi, qui était présidente de la Commission européenne en 2002, qui disait nous avons le choix entre deux possibilités. La première est de considérer la Méditerranée principalement en termes de sécurité
Et il ajoute, c'est l'approche dite du flanc sud, chère à l'OTAN, donc c'est-à-dire qu'on a une politique commune essentiellement européenne, mais qui consiste à stabiliser un flanc sud, donc le sud méditerranéen. Et la seconde option, c'est celle de la coopération. Et on se rend compte en fait que ce dilemme, en quelque sorte, va être tranché par la mise en place de la politique européenne de voisinage en 2004. La politique européenne de voisinage va conduire l'Union européenne à définir ce qu'est son voisinage, et elle le définit comme tel, comme étant un espace où se développent des insécurités potentielles. Donc la Méditerranée elle-même va être traitée en conséquence, c'est-à-dire que les pays sud-méditerranéens passent du statut de partenaire, puisqu'on avait avant un partenariat euro-méditerranéen, au statut de voisin, donc avec une dilution des attentes et de l'approfondissement de la coopération qui pouvait être attendue. Donc finalement, cette politique de voisinage va être une mise à distance des pays du sud de la Méditerranée, donc on est toujours au début des années 2000, mais un point qui donc, me permet de revenir sur cette idée de répertoire impérial, un point important, c'est que cette relation va consolider les régimes du sud méditerranéen. Et en effet, sur cette séquence, donc 2001-2002, les questions sécuritaires dominent l'échange nord-sud méditerranéen, en particulier d'ailleurs avec les partenaires maghrébins, et l'accord d'association avec l'Algérie aboutit dans ces négociations fin 2001, donc quelques mois après les attentats du 11 septembre, et sont signés en 2002. Et ici, la rhétorique impériale est éclairante, puisque déjà elle nous permet de comprendre le déséquilibre de la relation nord-sud. Et ensuite, elle explique, me semble-t-il, l'émergence de figures au sud de la Méditerranée qu'on pourrait appeler des intermédiaires. Alors, dans le vocabulaire sur les empires, ce sera un intermédiaire impérial, c'est-à-dire un membre de la société du sud méditerranéen, mais qui sert d'interface avec le nord et qui surtout tire parti de cette coopération avec le nord de la Méditerranée. Et effectivement, le fait que l'Union européenne externalise ou sous-traite ses fonctions de contrôle, d'une part des flux migratoires et d'autre part de lutte contre le terrorisme, elle le sous-traite aux pays du Sud, ça va renforcer ses partenaires sud-méditerranéens. Et ces partenaires, quels sont-ils? Ce sont évidemment les régimes politiques qui vont endosser ce rôle de garde-barrière, qu'on peut appeler une fonction de garde-barrière, pour en faire pour eux-mêmes une ressource politique, c'est-à-dire le maintien, le levier le plus souvent de leur maintien au pouvoir, un outil de légitimation externe aux yeux de la communauté internationale au nom de la stabilisation. Donc on voit sur cette séquence des années 2000 qu'en fait, loin de fragiliser les logiques autoritaires, la relation entre l'Union européenne et le Sud méditerranéen va constamment s'y ajuster et parfois même contribuer involontairement, enfin ce n'est pas le premier objectif, à conforter les régimes politiques au sud de la Méditerranée. Troisième temps, l'Union pour la Méditerranée. Donc là, on est dans la dernière séquence de cette co-construction. L'Union de la Méditerranée, on l'a dit, est née d'un projet politique, du projet de Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle, qui en 2007 disait que Barcelone, je cite, l'échec de Barcelone était prévisible dès lors que la priorité de l'Europe était à l'Est. Et effectivement, on a un mouvement constant où l'Union européenne s'unit et se projette à l'Est sans parvenir véritablement à nouer des relations avec un Sud qui se divise. Et le candidat Nicolas Sarkozy ajoute « C'est à la France, européenne et méditerranéenne à la fois », donc on voit bien aussi cette difficulté à unir les deux, de prendre l'initiative en concluant « L'Europe, si elle veut avoir une identité, doit avoir des frontières et donc des limites ». Et là encore, l'initiative est concomitante avec un élargissement et donc un ancrage européen vers l'Est, avec les différentes adhésions de 2004 vers les pays de l'Europe de l'Est. Et on voit bien que l'Union européenne, qui arrive à intégrer la quasi-totalité de la rive nord de la Méditerranée, on a l'adhésion de Chypre, de Malte en 2004, voit se reposer cette question du rapport au sud avec acuité. Donc on a une unification du nord méditerranéen et un rapport au sud qui n'est toujours pas réglé, si je puis dire, de manière satisfaisante.
Donc à nouveau, toutefois, l'espace méditerranéen apparaît comme étant pertinent, dans la double perspective, toujours à la fois de rapprocher et de tenir à l'écart. Et le statut de la Turquie, qui reste aux portes de l'adhésion, illustre bien cette double dynamique du rapprochement et de la mise à l'écart. Dans cette union pour la Méditerranée, si je file la métaphore du répertoire impérial, on a toujours cette fonction de garde-barrière qui reste présente. Et on voit bien qu'en fait, l'Union pour la Méditerranée, dans une de ces manifestations, construit une sorte de zone tampon, donc de marge d'empire, avec toute son épaisseur, dont l'objectif va être, entre autres, de sécuriser le nord de la Méditerranée. Et on a toujours aussi, dans ces années 2008, 2009, 2010, un dialogue qui reste cantonné aux élites de part et d'autre, sans parvenir véritablement à inclure les sociétés civiles, malgré les différents programmes mis en place à destination de ces sociétés civiles. Et le cas syrien va être emblématique de ces calculs, puisque, après des rebondissements multiples de la relation franco-syrienne et euro-syrienne, la Syrie et l'Union européenne annoncent en mars 2010 la reprise des négociations sur un accord d'association, donc quelques mois avant les soulèvements de 2011. Ce dialogue entre les élites est réactivé, à nouveau avec une mise à l'écart des sociétés et sans percevoir ce qui pouvait exister en termes de mécontentement dans ces sociétés. Donc pour conclure, cette catégorie de Méditerranée, donc vraiment non pas au sens géographique mais au sens de catégorie sur ces 20 ans, me semble avoir été construite à la fois par le Nord, en tout cas pensée par le Nord, c'est-à-dire par le Nord de la Méditerranée, par les États européens, et par le Haut, et là je désigne le dialogue entre les élites politiques. Et on voit bien que de 1991 à 2011, on a cette oscillation toujours entre mise à distance et inclusion dans un ensemble commun. Et surtout, la fonction de garde-barrière explique, à mon sens, la lâcheté des liens. Le fait que rien de substantiel n'ait pu être construit entre ces deux rives de la Méditerranée, puisqu'en fait, à mesure que des menaces apparaissent, le partenariat ne devient plus l'objet, ne devient plus ce qu'il faut atteindre l'objectif, mais devient l'instrument par lequel l'espace méditerranéen pourrait être sécurisé. On voit ici la part de fiction de cette entreprise euro-méditerranéenne qui devient très claire au moment des soulèvements de 2011, puisque les soulèvements arabes vont prendre à rebours cette logique de stabilisation fondée sur le dialogue entre élites et montre que la convergence ne peut plus être englobée par le seul terme de Méditerranée, puisqu'elle impose désormais de redéfinir les rapports avec le Sud et d'intégrer, me semble-t-il, de nouveaux acteurs. Et là, je rejoins la conclusion qui a été faite par M. l'ambassadeur sur les initiatives nouvelles, fondées cette fois-ci sur la société civile. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très très clair et didactique. Maintenant, je vais passer la parole à Gilles Gauthier. Vous êtes aussi diplomate, mais vous avez été en poste au Caire, à Alexandrie, à Bagdad, au Yémen, où vous avez été ambassadeur de France, mais vous êtes aussi traducteur, où vous avez notamment contribué beaucoup à faire connaître l'œuvre de Alaa El Aswani en France, par exemple, entre autres. Et vous venez de publier, il y a quelques mois seulement, Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe, qui raconte votre parcours, mais aussi votre amour pour cette région et ce que elle vous a apporté et ce que vous avez pu lui apporter au cours de votre carrière. Donc c'est un bel échange. Est-ce qu'il en a été de même avec justement la Méditerranée, la culture, qui sont vos grandes passions dans la vie? Merci, merci. Voilà, mon intervention va être un peu axée différemment des précédentes. Ma carrière a été aux affaires étrangères relativement brève. Je suis rentré aux affaires étrangères à 39 ans. Donc ce n'est pas toute une vie. Ma relation avec le monde arabe est plus longue. L'axe, même aux affaires étrangères,
un des axes de ma carrière a été l'aspect culturel, la relation culturelle. J'ai été chef du service des affaires francophones, j'ai été sous-directeur du Maghreb à la direction de la coopération, j'ai été conseiller culturel au Caire. Alors, c'est cet aspect que je voudrais insister. Comme point de départ, ce qui est important pour moi, c'est effectivement cette Méditerranée, la Méditerranée. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Sidi Ahmed El-Ghazali. La Méditerranée est une unité culturelle aujourd'hui divisée ou qui semble divisée, qui ne l'est peut-être pas tant que ça. Et construire la Méditerranée devrait être un axe central des politiques européennes et de la politique française. Un objectif à long terme pour constituer un bloc face aux grands blocs mondiaux, asiatiques et autres. Il y a une unité méditerranéenne qui s'impose, qui est une unité de culture, une unité. Alors, les exercices européens dont il a été question, je les ai vus un peu de loin, mais ils m'ont assez souvent déçu. Alors, ne parlons pas de plus catastrophique, qui est effectivement l'Union pour la Méditerranée. J'ai participé à une réunion d'ambassadeurs au moment où ce processus se lançait. Et j'étais intervenu pour dire, mais comment, de quel droit se permettons de décider, nous, qui va faire partie de ce dialogue? C'est-à-dire, à l'intérieur du monde arabe, nous allons prendre un trait, nous allons, comme Saïx et Picot, prendre un trait et dire ces pays-là participent, ces pays-là ne participent pas. Donc dès le départ, ce processus était condamné, je pense qu'il faut l'oublier. Effectivement, le processus de Barcelone était plus sérieux, il a conduit à des accords de coopération. Mais au sein de cette Europe, c'est surtout la France que je pensais et au rôle de la France. Alors la France actuellement, c'est quoi? C'est 1% de la population mondiale, et c'est 2 et quelques pourcents, 2,3% je crois de la richesse mondiale. Et c'est quand même aussi une des grandes puissances nucléaires. Mais enfin, voilà. Oui, alors 3,3% de la richesse mondiale. Mais les États-Unis, avec 5% de la population, ont 24% de la richesse mondiale, et la Chine, avec 20%, 15% de la richesse mondiale. Donc la France, voilà, c'est pour resituer les choses. La France est un grand pays. Personne ne le nie. Et c'est un grand pays qui a 1% de la population mondiale et 3,3% de la richesse mondiale. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Notre force nucléaire, oui. Notre présence au Conseil de sécurité, oui. Notre flotte, oui, certainement. Mais je crois que ce qui fait la différence, peut-être encore plus, c'est notre présence culturelle. Et notre présence culturelle, notamment en Méditerranée. Pas seulement, hein, bien sûr, il y a l'Amérique du Sud, il y a d'autres zones. Mais cette présence culturelle en Méditerranée, elle est considérable. Alors là, je vais être obligé de revenir avant les 100 ans, avant les 100 années qui nous étaient fixées, puisque c'est au XIXe siècle que cette présence culturelle de la France en Méditerranée s'est ancrée au pays du Maghreb par la force, avec les colonisations, et dans les pays du Moyen-Orient, pas du tout par la force, mais par un ensemble de circonstances. En Égypte, en tout cas, pays qui est cher à mon cœur, comme dit l'Algérie d'ailleurs, ce sont les deux pays peut-être du monde arabe avec lesquels j'ai une histoire la plus intime, la plus profonde. En Égypte, c'est volontairement que Mohamed Ali, quand il prend le pouvoir, décide d'adopter le modèle français, de faire venir des Français dans tous les domaines. Et l'Égypte est pratiquement un pays francophone. Les ambassadeurs de Grande-Bretagne, à l'époque du roi, parlent en français avec le roi. Et donc, cette présence de la francophonie, cette présence culturelle, il y a eu cette étape d'avant 1919, puis il y a eu l'époque de la colonisation qui s'est étendue aussi au Moyen-Orient, et puis il y a eu après les indépendances. On aurait pu dire que tout ça allait s'effondrer. Ça semblait presque logique que cette présence s'effondre.
Et c'était le contraire qui s'est produit. Et c'était le contraire, il faut bien le dire, grâce à une politique lancée effectivement par le général de Gaulle, mais qui s'est poursuivie, qui est une politique de coopération qui a mené, mais par exemple, au Maghreb, la scolarisation en français assumée par des dizaines de milliers de coopérants. J'étais un d'entre eux en Algérie en 66. Je ne sais pas combien nous étions, 30 000 peut-être. L'Algérie est beaucoup plus francophone qu'elle était du temps de la France. Et donc, il y a eu cette présence, cette coopération très forte. Et dans les pays du Mashrek, il y a eu également une coopération qui a fait que la courbe n'a pas été dans le sens qu'on pouvait prévoir. Je prends l'exemple de l'Égypte. La francophonie en Égypte, la présence française, c'était presque uniquement les écoles religieuses catholiques, mais ouvertes bien sûr à la totalité de la population, majoritairement fréquentées par les enfants musulmans. Ces écoles qui tenaient bon, qui étaient bonnes écoles, qui le sont toujours d'ailleurs, hein, le niveau n'a pas baissé. Ces écoles-là, c'était elles qui assuraient le socle de la francophonie. Et puis, cet effort de la coopération, et j'y ai contribué, a fait que maintenant, il y a des filières francophones dans les universités et qu'il y a 5 ou 6 nouveaux lycées francophones privés qui ont été créés sans l'intervention de la France. Ce jour, je suis allé parler dans un de ces lycées à des élèves de première et de terminale. Il s'appelle Concordia. Il est dans un endroit où, à l'époque où nous étions au Caire, Christophe, n'existait pas. C'était en plein désert. C'était à New Cairo, Tagamor Khamis. Et donc, voilà, nous avons, par une politique de coopération, réussi à maintenir cette présence, et même à l'étendre, puisque les pays de la péninsule arabique ne connaissaient pas du tout, l'existence de la France, si, mais en tout cas, et maintenant, oui, il y a 500 000 francophones aux Émirats, enfin, ce sont essentiellement des Libanais, des Marocains, des Algériens, mais il y a aussi de nombreux ressortissants de ces pays qui étudient dans les lycées français, etc. Alors, est-ce qu'il faut dire que tout est bien, c'est formidable? Non, il faut. C'est pas formidable. Tout ça peut pas s'écrouler, mais en tout cas s'effacer assez rapidement. Alors, quelles sont les conditions? Alors, actuellement, tout de même, les diminutions budgétaires constantes dans ce domaine sont très inquiétantes, même si cette francophonie dans des pays comme l'Égypte s'autofinance pratiquement, malgré tout, c'est quand même inquiétant. Que faire pour maintenir cette présence? Bien, d'abord, il faut que le pays lui-même reste en avance, qu'il continue à être attractif. Bon. Il faut que nos universités soient ouvertes, mais pas seulement aux étudiants, ouvertes aux professeurs, ouvertes. Et là, il y a beaucoup de travail à faire. J'ai traduit Alal Aswani. Alal Aswani, actuellement, est en exil. On peut dire qu'il est en exil. Il a quitté les États-Unis, la France. Il est aux États-Unis. Pourquoi? Lui, il a été formé en français, même si ensuite il a fait des études supérieures aux États-Unis. Mais pourquoi est-il aux États-Unis? Tout simplement parce qu'en France, on ne lui propose rien. J'ai essayé, j'ai cherché auprès d'universitaires pour voir si on pouvait lui proposer des cours quelque part. Non, personne. Aux États-Unis, toutes les universités se l'arrachent. Bon, nos universités doivent s'ouvrir. Notre pays doit rester ouvert. Et notre pays doit rester ouvert, ça veut dire mettre fin à ce qui est, pour moi, le scandale des visas. Je ne dis pas qu'il faut en donner 10 fois plus, c'est pas ça, parce que je comprends bien que la France ne peut pas répondre à une demande qui est extrêmement forte. Mais au moins, au minimum, que les visas qui sont accordés le soient dans des conditions décentes, que les gens ne sentent pas, quand ils font une demande de visa, qu'ils sont des intrus. Là, il y a quand même un gros effort à faire. C'est une situation souvent scandaleuse parce que souvent on me demande d'intervenir pour des amis et je vois à quel mur je me heurte. Ensuite, bon, bien sûr, il faut développer notre effort de coopération. Il faut aussi ne pas négliger, comme le font nos élites dont faisant un peu partie sans doute, mais je parle des élites qui se sentent encore plus élites que nous, qui dédaignent la francophonie institutionnelle.
Les Anglais ne dédaignent pas le Commonwealth. Je crois que là, il y a quand même aussi un... Et puis, il y a aussi un domaine qu'il ne faut pas oublier, c'est l'enseignement des langues. Il ne peut pas y avoir... Il y a un proverbe, je vais le dire en égyptien, mais c'est Yad wahda ma tsafaq. Une seule main ne suffit pas à applaudir. Et donc, ben oui, il faut que ce dialogue soit le plus vrai possible. Pour l'instant, c'est quand même, ça va uniquement dans un sens. L'enseignement de l'arabe, et puis pas seulement l'enseignement, mais aussi tout ce qui concerne la traduction. La France n'est pas le dernier des pays, bien au contraire. La France est plutôt bien placée. Mais il y a un gros effort à faire dans ce domaine. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, vous allez me dire, la présence française, après tout, pourquoi la France pourrait se contenter peut-être de vivre pour elle-même, et sans folie de grandeur, et les autres pays pourraient se passer de la France. Moi, je ne crois pas. Je crois que l'énorme patrimoine historique de notre pays, c'est quand même quelque chose d'assez considérable, cette relation que nous avons, qui est très forte avec cette partie du monde, est utile, peut être utile, à condition d'avoir une politique. Je prends un cas, je vais quand même citer le pays où j'ai été en poste, je prends le cas du Yémen. Nous pourrions avoir une politique dans ce pays. Nous pourrions, et avec nos amis européens, avec certains pays européens, nous pourrions. Donc je pense qu'il n'est pas inutile que la France soit présente. D'ailleurs, on ne m'a jamais dit, dans aucun pays où j'ai été, que la France n'était pas attendue. Elle est attendue. Et il faut ensuite, une fois qu'elle a réussi à assurer sa présence sur le plan culturel, sur le plan... Il faut aussi que la France ait réellement une politique. Je ne suis pas certain qu'elle en ait encore vraiment, et je suis persuadé qu'elle n'en a pas eu non plus pendant les deux précédents présidents. Celui d'avant, Sarkozy, c'était un peu différent. Mais peut-être, là, nous sommes au début, espérons qu'une politique va se faire. Il y a eu un voyage au Caire qui peut-être s'envisager une nouvelle... Voilà, je voulais m'arrêter là. Merci beaucoup, Gilles Gauthier, d'avoir rappelé quelques vérités effectivement salutaires. C'est que il ne peut pas y avoir de politique méditerranéenne sans échange, donc sans aller et venue, dans un sens comme dans l'autre, sans échange linguistique. Et effectivement, l'enseignement de l'arabe en France est dans un état quand même assez déplorable, toujours pour des raisons probablement d'économie, qu'on peut comprendre comptablement, mais qu'on ne peut pas comprendre connaissant l'histoire et la population française, ni ses prétentions et ses ambitions dans la région. Quant aux réussites, m'en est venue une à l'esprit pendant que vous parliez. Je pensais à France 24. Moi, j'ai été assez sceptique au moment de la naissance de France 24 sur la nécessité d'un canal arabe de France 24. Tout ce que j'observe maintenant, chaque fois que je voyage dans le monde arabe, où que ce soit, c'est qu'il y a une telle polarisation aujourd'hui entre deux camps, on va dire celui d'Al Jazeera, du Qatar, d'une certaine manière de l'Iran, de l'islam politique, de la Turquie, et l'autre, celui de l'Arabie Saoudite, des Émirats, de l'Égypte, d'un modèle autoritaire, dit laïque mais pas du tout, etc. Que, en fait, lorsque les gens voient débarquer une information et qu'ils ont un doute, ils disent, mais littéralement, passe sur la française, on va voir ce qu'ils en disent, pour savoir ce qui se dit d'un peu plus neutre, ou honnête, ou moins coloré idéologiquement. Et dans ce sens-là, je vous dis, moi je doutais beaucoup de l'utilité d'une chaîne arabe supplémentaire dans un paysage qui était déjà extrêmement encombré, et en fait elle a trouvé sa place et a rencontré du succès. Hélas, on vient d'atteindre 17h30 et il va falloir qu'on rende la salle. Merci beaucoup pour ce débat. J'ai un petit regret, c'est qu'on n'ait pas évoqué ce géant qu'est la Turquie, qui lui-même se voit et agit de plus en plus comme un empire au bord de la Méditerranée. Et on ne peut pas parler de Méditerranée sans
aborder la question turque, et la question turque fait partie de l'histoire française. On peut même remonter à François Ier, mais ça fera l'objet d'une prochaine table ronde, j'en suis sûr, l'année prochaine. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup de votre présence et de votre attention.